Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après mes déceptions, je vous propose maintenant de revenir sur mes coups de cœur de l'année 2023. Il y a eu vraiment beaucoup d'excellents films cette année-là, et tant mieux, hein. Mais du coup, ça n'a pas été évident de faire un choix. Mais c'est bon, après pas mal d'hésitations, j'ai validé ma liste des 10 films préférés de l'année 2023. C'est une liste qui est subjective, hein. Je prétends pas du tout que ce sont les meilleurs de l'année ou même les plus représentatifs. C'est simplement 10 films que j'ai kiffé, et ça me fait plaisir de les partager avec vous. Et on commence tout de suite avec le numéro 10, L'Abbé Pierre, une vie de combat. Alors celui-là, j'en ai fait une critique pendant laquelle je défonce le film, et parce que c'est vrai, il a plein de défauts, et notamment il est un peu trop classique, mais pourtant, avec le recul, ça fait partie des films qui m'ont marqué. Il est super bien interprété, il est juste, il a un message qui est important. Alors c'est clair, il révolutionne pas le genre du biopic, c'est pour ça qu'il est que 10e entre guillemets, mais il est vraiment sympa, il dresse un portrait élogieux mais réaliste du grand homme qui était l'abbé Pierre. Je vous le conseille vraiment, et je suis un peu dégoûté qu'il soit planté au box-office. Je vous renvoie à ma critique si vous voulez en savoir plus, et maintenant on passe au numéro 9, Les Petites Victoires. C'est une comédie sur une histoire d'amitié qui va se créer entre une jeune femme et un sexagénaire, le tout sur fond de crise de la ruralité. Alors je suis d'accord, comme ça le scénario il fait ultra classique, pas super intéressant, mais bordel, qu'est-ce que c'était bien! Le film jongle parfaitement entre humour et émotion, on se marre pendant une scène et puis on va pleurer pendant l'autre, et en plus le film évite vraiment les clichés sur les vieux ou sur le monde rural. Au contraire, il est assez juste dans ce qu'il raconte, il nous fait réfléchir, le tout en étant vraiment divertissant, parce que des fois touchant, des fois drôle, donc je vous le conseille à 1000%. C'est un film tout simple, hein, mais c'est vraiment réussi. C'est une belle comédie française, elle va pas changer votre vie, mais vous ne pouvez pas passer un mauvais moment devant. En numéro 8, je vous propose un film très différent, mais qui parle aussi de la ruralité. Comme quoi, c'est possible de faire des bons films sur la ruralité, hein. Je veux bien sûr parler de Chien de la casse. Doug et Miralles sont des amis d'enfance, ils vivent dans un petit village du sud de la France et passent la majeure partie de leur journée à traîner dans les rues. Et voilà, en fait, c'est à peu près le seul scénario du film. C'est le film qui a révélé Raphaël Quenard. Il avait déjà fait des choses avant, mais c'est vraiment ce rôle-là qui lui a permis d'exploiter tout son talent. Là, dans ce rôle-là, il crève l'écran, c'était vraiment le projet qui était taillé pour lui. Et il faut être clair, hein, le film doit l'essentiel de son succès grâce à sa performance qui est juste incroyable. Il a obtenu le César du meilleur espoir et c'est pas volé. Ce film, c'est un peu l'anti-blockbuster par excellence. On est habitué à des films aux enjeux épiques, il faut sauver le monde et au destin un peu hors du commun des héros. Et là, au contraire, ce film, l'idée, c'est de filmer un endroit perdu en France et de filmer la banalité de la vie. Et c'est impressionnant hein, comment c'est bien fait, comment on arrive à nous faire ressentir la détresse des personnages, la lassitude de leur vie. C'en est presque même un film un peu concept finalement. L'idée derrière c'est tiens je vais te montrer 15 fois le plan de la même rue, ces mêmes silhouettes, toujours éclairées de la même manière. C'est bon là? Tu te fais un peu chier? Et bien c'est exactement ce que ressentent les personnages à ce même moment de leur vie. Bref, c'est pas forcément le film du classement qui est le plus facile de regarder, mais il est vraiment incroyable, hein. Il parle de la ruralité, de la jeunesse, de l'amitié, des rêves, et puis aussi la baba la malabar, la baba la babar. Mais quel hit, bordel! Et on passe au numéro 7, on continue le Quenard Cinématique Universe avec Yannick de Quentin Dupieux. Alors qu'une mauvaise comédie qui s'appelle Le Cocu est jouée dans un théâtre parisien, Yannick, un des spectateurs, intervient pour reprendre un peu la soirée en main. C'est vraiment un tout petit projet, un film d'1h05, un tournage secret en 6 jours vite fait, moins d'1 million de budget, mais bordel, qu'est-ce que c'est génial! C'est super bien joué, c'est drôle, et en plus ça apporte plein de petites réflexions ultra pertinentes sur la culture et sur le monde de l'art. À qui appartient la culture? Quel est le rôle des spectateurs? Qui est légitime de monter sur scène? Qui décide de ce qu'est de l'art ou pas finalement? Et à côté de ça, il y a aussi beaucoup d'émotions qui se dégagent de l'œuvre. Il y a un genre de malaise qui va s'installer petit à petit dans le théâtre, qu'on va vraiment partager avec les spectateurs. Et il y a aussi Raphaël Quenard qui est là, qui est excellent et qui arrive à être super touchant par moments. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi ce film, il m'a beaucoup fait penser au Dîner de cons. C'est un huis clos avec peu de personnages, c'est super drôle, les dialogues sont incroyables et vraiment très bien écrits, et derrière il y a une vraie critique de la condescendance des milieux aisés vis-à-vis des milieux plus populaires. Et allez, on passe au numéro 6, le processus de paix. Un couple à la dérive rédige une charte du couple, ces 10 commandements à tenir absolument pour sauver leur relation. Alors je vous préviens, c'est pas un film qui parlera à tout le monde. Déjà, c'est super bobo comme film. Ils vivent dans un grand appart haussmannien, ils déposent leur enfant dans une micro-crèche en trottinette électrique, juste après ils vont faire leurs courses au magasin vrac du coin.
Et l'humour du film aussi repose pas mal sur des situations de vie en famille. En fait, il met en scène de manière un peu absurde les petits drames du quotidien. Quand tu bosses et que tu dois aussi raviver la flamme de ton couple, mais aussi t'occuper de tes enfants et pas oublier d'aller voir mamie à Noël. Le film vous touchera donc beaucoup plus si vous pouvez vous identifier, si vous êtes parent par exemple, plutôt que si vous ne l'êtes pas. Mais si vous êtes sensible à la proposition, eh ben ce film c'est vraiment une petite pépite. Il y a plein de réflexions super intéressantes sur le couple, sur les difficultés à vivre ensemble, la famille, le travail, la place de la femme, etc. Il illustre vraiment beaucoup de choses sans pour autant jamais tomber trop dans la caricature ou dans un ton trop moralisateur. Ça c'est vraiment la grosse force du film, il juge pas, il essaye pas de te vendre une certaine vision du couple ou de l'amour, il te dit plus un petit peu, bah regarde il y a plein de situations différentes, tout le monde galère un petit peu en fait, fais comme tu veux, bah surtout comme tu peux, l'important c'est que toi tu trouves ton équilibre. Les comédiens s'amusent beaucoup, mention spéciale à Camille Chamou mais qui est excellente, elle est survoltée, le film est du coup super dynamique, il s'en dégage beaucoup d'humour, mais aussi une petite pointe de mélancolie, ce qui fait qu'il laisse vraiment pas indifférent si vous rentrez dedans. Mais je le répète, c'est un peu un film, ça passe ou ça casse. Soit vous le trouvez génial parce qu'il correspond à votre mode de vie, il vous permet de vous questionner vous-même, soit il vous énerve au plus haut point parce que vous le trouvez cliché et sans intérêt. Après l'histoire d'amour toute mignonne, maintenant on change de registre. Maintenant, il est temps de casser des culs par paquet de 12. On va parler d'Aka. Aka, c'est un film d'action sorti sur Netflix. Un agent des services secrets français joué par Alban Lenoir va infiltrer une organisation mafieuse dans l'objectif de découvrir la localisation d'un terroriste recherché par le gouvernement, mais il va se lier d'amitié avec certains membres de la famille, ce qui va faire un peu vaciller son allégeance. On a trop peu de films de cet acabit en France, et ceux qu'on a, ils sortent directement en VOD. C'est trop dommage, moi j'aimerais trop voir Aka ou des films de cette trempe sortir en salle, ça doit être incroyable. Bref, Aka c'est une petite merveille qui a vraiment rien à envier aux blockbusters d'action à l'américaine. Là les scènes d'action elles sont ouf, l'histoire est super bien écrite, et les acteurs sont vraiment à fond. Donc faut vraiment qu'on arrête d'associer cinéma français avec comédie nulle. On sait faire mais tellement plus et tellement mieux, et Aka c'est vraiment ça, c'est une petite leçon de cinéma. Allez, numéro 4, et on reste dans de l'action, mais je pense que c'est sur ce film-là précisément qu'on va être le plus en désaccord, mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, Les Trois Mousquetaires Milady. Milady, c'est la deuxième partie de la saga Les Trois Mousquetaires. Le premier, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, était sorti ce début d'année, et je l'avais trouvé sympa, hein. Il est cool, mais il lui manquait ce petit supplément d'âme, ce petit truc en plus, je l'aurais pas mis dans mes tops. Mais par contre, là j'ai vraiment surkiffé Milady. On retrouve tous les bons points du premier, il y a de l'action, des super décors, des comédiens investis, mais en plus, là, l'intrigue s'enrichit, elle part dans plein de directions différentes, le film devient moins manichéen, et nous offre même une relecture du premier volet. Donc je sais que cette évolution narrative, elle en a déçu pas mal d'entre vous, mais en ce qui me concerne, j'ai vraiment passé un super moment. C'est pas le film dont il me reste le plus, mais en termes d'expérience de séance, je pense que c'est le film que j'ai vu au cinéma pendant lequel j'ai passé le meilleur moment. Et du coup, j'espère vraiment qu'on aura le droit à un troisième volet. Et ça y est, maintenant on attaque le podium. Et alors tous les films dont on a parlé jusqu'à présent, le classement il est là pour dire qu'il y a un classement, mais il n'a pas beaucoup d'importance. Les films, c'est tous des films que j'ai plutôt bien appréciés et j'aurais pu mettre le 9e en 5e position, ça aurait pas changé grand chose. C'est vraiment à partir de maintenant pour moi qu'on franchit un cap et je vous présente pour moi les 3 films qui m'ont bouleversé cette année et que j'oublierai jamais tout simplement. Et c'est parti pour le numéro 3, Anatomie d'une chute. Alors oui, je suis désolé, je suis pas très original pour le coup. Ce film enchaîne récompense sur récompense, on n'arrête pas de parler de lui, mais je trouve vraiment que c'est mérité. Pour moi, ce film, c'est un petit chef-d'œuvre. Et avec le recul, ce qui me fascine le plus avec ce film, c'est qu'à chaque fois, j'ai vraiment l'impression qu'on a tous vécu ce film de manière différente, que ce soit au niveau des thématiques qu'il traite, et puis aussi au niveau de sa fin. Pour moi, par exemple, au niveau de la fin, ça fait aucun doute que le personnage de Sandra Hüller est innocente, alors que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas aussi clair. On pourrait en débattre pendant des heures et des heures de ce film-là, de sa signification. C'est fou à quel point il est riche et bien construit. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le découvrir, c'est vraiment le grand film français de l'année 2023. Si de mon côté je l'ai mis que, entre guillemets, en 3e position, c'est simplement parce qu'il y a 2 autres films qui ont réussi à provoquer encore plus d'émotions chez moi. Et sur ce, je vous propose de passer au numéro 2. Je suis désolé, je fais pas non plus dans l'originalité. Le règne animal. Le film raconte l'histoire d'un ado, Émile et puis de son père François, dans un monde où une mutation un peu mystérieuse transforme certains humains en animaux géants.
C'est une fable fantastique, super poétique, c'est un film qui est très engagé et qui nous pose beaucoup de questions sur l'altérité, la monstruosité, la sauvagerie, le rejet de la différence. Il nous questionne aussi sur notre place, nous humains, dans l'univers et notre rapport à la nature. Et c'est aussi, et j'ai même envie de dire surtout, un grand film sur l'amour filial et paternel. Et pour couronner le tout, la musique est vraiment dingue, les acteurs sont excellents, les effets visuels, les décors, les costumes, le maquillage, tout est super impressionnant. De mon côté, c'est du jamais vu pour un film français. C'est l'autre film grand gagnant de la cérémonie des Césars avec Anatomie d'une chute, et c'est mérité, hein. C'est beau, c'est engagé, c'est techniquement super audacieux, c'est d'une puissance émotionnelle exceptionnelle, mais il y a quand même un autre film cette année qui a réussi à m'émouvoir encore plus, Sage Homme. Sage Homme, c'est l'histoire d'un étudiant qui va rater médecine et donc qui va se retrouver dans une école de maïeutique pour devenir sage-femme. Au travers de ses yeux, on va donc découvrir le monde de la maternité, sa beauté comme sa violence. C'est un projet beaucoup plus humble qu'Anatomie d'une chute et Le règne animal, je prétends pas du tout qu'il est meilleur que les deux, mais de mon côté, c'est vraiment le film qui m'a le plus ému cette année, c'est celui qui m'a fait ressentir le plus de choses. Le film nous questionne déjà pas mal sur les stéréotypes de genre. Là on voit suivre un homme qui suit des études pour devenir sage-femme, et du coup c'est pas facile pour lui, il en a honte, il essaye de le cacher, il sait que c'est dégradant. Et à l'occurrence il n'y a pas de raison, mais pour autant c'est le cas, on le juge un petit peu, et ça du coup c'est intéressant. Le film essaie vraiment de nous montrer que quand bien même on a des affinités, des appétences pour des choses, et des fois on se censure, on n'ose pas parce que on n'a pas le bon sexe ou le bon je ne sais pas pour y accéder. Ça c'est la première chose, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est cette plongée dans l'univers de la maternité. Et on est forcément ému par toute la magie, la poésie de la naissance, et cette beauté, elle est toujours mise en parallèle de la froideur, du côté très bureaucratique, très administratif de l'hôpital, pour qui les femmes, les bébés, c'est avant tout des numéros. Par exemple, un bébé mort-né, c'est une tragédie, mais c'est une tragédie pour les parents. Pour l'hôpital, c'est juste une statistique. Et du coup, au milieu de tout ça, t'as les sages-femmes qui sont là et qui font le lien à bras-le-corps comme elles peuvent. Et on s'en rend vraiment compte d'ailleurs du rôle clé qu'elles ont. C'est elles qui gèrent l'humain, le suivi, l'accompagnement des parents. Et ça c'est indispensable pour que la grossesse, l'accouchement et le postpartum se passent bien. C'est elles aussi qui s'occupent de l'essentiel du médical, c'est elles qui pratiquent la plupart des opérations. Le médecin, lui, il est juste là pour signer à la fin, ou en cas de gros pépins, quoi. Bref, c'est vraiment un film qui est super intéressant et aussi super émouvant, c'est porté par d'excellents comédiens et comédiennes, et la petite cerise sur le gâteau, c'est la gestion de son rythme. Tu t'ennuies pas une seule seconde déjà, et le film arrive vraiment à te faire vibrer, à te faire ressentir tout plein d'émotions. Il va te balancer une petite scène qui te met un coup de stress, après ça redescend un tout petit peu, tu te dis c'est bon, ça va se poser, et là deuxième coup de stress, et bim, auquel tu t'y attends pas, tu vis vraiment la séance à fond. Moi, il m'a donné la chair de poule, mais tout du long. C'est vraiment un des films les plus intenses que j'ai vu, je crois, de toute ma vie. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche au cinéma. Un film qui me fasse ressentir des émotions, qui me rende vivant, tout simplement. Donc pour moi, Sage Homme, c'est un incroyable coup de cœur et je vous le recommande à 100%. Mais pour être parfaitement honnête avec vous, j'ai eu un petit bébé quelques mois avant la sortie du film, et donc forcément, je me suis tout de suite identifié aux situations, ça m'a tout de suite beaucoup parlé. Donc j'imagine que ça a forcément impacté, ou en tout cas intensifié, les émotions que j'ai pu ressentir en voyant ce film. Et voilà, c'est terminé pour les tops. Alors, autant les flops, ça a été assez facile. Là, les tops, ça n'a pas été évident du tout de choisir. Alors, il y avait mon podium, ça c'était clair et net depuis le début, mais en dessous, il y avait tout plein de films que j'avais plutôt bien appréciés, et ça n'a pas été facile d'en choisir certains au détriment d'autres. Mais du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est vous faire aussi prochainement une petite vidéo rattrapage, et vous présenter rapidement mes 10 nouveaux films dont je ne vous ai pas encore parlé, que j'ai ratés en salle, mais qui peuvent quand même avoir de l'intérêt. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas de votre côté à me partager vos coups de cœur également. Quand c'est des films que je connais pas et que vous me les conseillez, j'essaye dans la mesure du possible de les rattraper pour de vrai. D'ailleurs, ça pourrait être un concept rigolo de vidéo où je juge entre guillemets les films que vous avez le plus conseillés. Bref, allez au cinéma et mangez des pizzas!